Salut tout le monde, aujourd'hui je vais répondre à Éric Zemmour encore une fois. La dernière fois c'était sur le thème du référendum pour les animaux, thème sur lequel il nous avait gratifié d'une collection impressionnante de sophismes, thème sur lequel il avait également démontré son incompétence et son ignorance à développer un argumentaire construit, non fallacieux et se basant sur du factuel, du scientifique et du logique. Aujourd'hui je vais répondre aux propos qu'il a tenus à propos du sexe et du genre, c'était il y a quelques jours, encore une fois dans son émission sur CNews, et encore une fois il a au travers de son discours, raconter des conneries à n'en plus finir, ce qui m'a un peu trigger et donc j'ai vraiment envie de lui répondre sur ce thème-là. Cette vidéo ne traitera donc pas des droits pour les animaux non humains, mais plutôt pour les droits d'individus sentients humains. Face à l'info, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble de 19h à 20h. Au sommaire ce soir, la révolution de l'identité revient dans le débat public. Est-elle réellement en marche? Être ni fille ni garçon, c'est ce que 22% des 18-30 ans déclarent et ne se reconnaissent pas dans les deux catégories de genre. Alors faut-il accepter ou arrêter ce phénomène de société au sein des jeunes générations? Y aurait-il un trouble du genre délibérément entretenu? L'édito d'Éric Zemmour. Cette simple phrase, cette simple introduction est déjà à la limite de l'obscurantisme et de l'antiscientifique. On y reviendra, mais la même phrase à propos de l'homosexualité ou de la bisexualité, ça serait pas joli. Bonsoir à tous, Bonsoir. ravi de vous retrouver ce soir. Depuis dimanche, un documentaire diffusé sur M6 intitulé Ni fille ni garçon, la révolution du genre fait beaucoup parler. Éric Zemmour. Il s'appuyait notamment sur les résultats d'un sondage réalisé par l'IFOP en novembre 2020, un sondage selon lequel 22% des 18-30 ans disent ne pas se reconnaître dans les deux catégories de genre, hommes ou femmes. Éric Zemmour, comment expliquer ce phénomène de société au sein des jeunes générations? Imagine, sans ironie, poser cette question à Éric Zemmour en regardant un visage impassible, neutre, et faire comme si tu savais pas déjà qu'il allait tacler à la ceinture le sujet. En général, mitrailler à vue des inepties et distribuer des arguments fallacieux comme des petits pains, le tout saupoudré évidemment d'une bonne dose de name dropping. Alors vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que ce sont les idées qui mènent le monde. Je rabâche un peu, c'est-à-dire que je pense sincèrement que le combat est d'abord celui des idées et que ce sont les idées qui déterminent les comportements ensuite dans la société. Ce qu'on appelle phénomène de société, pour moi, c'est d'abord en amont un phénomène intellectuel, idéologique, qui va provoquer le phénomène de société. J'ai une très jolie phrase de Lénine qui s'y connaissait en propagande et qui disait « Faites-leur avaler le mot, ils avaleront la chose ». Et voilà, première phrase, premier name dropping, c'était assuré, couru d'avance. Donc tout ça c'est très intéressant Eric, mais moi je pense sincèrement que, ou selon moi, c'est pas vraiment les preuves les plus solides à donner quand tu veux prouver la véracité d'une théorie. Avoir des données scientifiques, empiriques, sociologiques, des études, des stats, je pense que c'est un peu mieux niveau crédibilité et hiérarchie de preuves que moi, je pense sincèrement que... Et effectivement, on sait, Éric Zemmour, que toi, ton truc, c'est pas vraiment les arguments, les sources scientifiques, etc., mais plutôt les jolies phrases. Et que sur la propagande, c'est clair que t'en connais un rayon. D'années, depuis les années 70, c'est-à-dire que depuis que les théories de la déconstruction ont pris le pouvoir dans les universités et qu'elles n'ont cessé, vous savez, ces fameuses théories françaises, Deleuze, Guattari, etc., qui sont parties dans les campus américains et qui nous sont revenus des campus américains et qui voulaient déconstruire, selon l'expression consacrée, toutes les structures collectives traditionnelles. C'est-à-dire Déconstruire, le mot qui fait peur à tous les conservateurs. Déconstruire. L'État, la nation, les églises, les syndicats, la famille et le sexe. Et donc on a commencé à dire il faut déconstruire le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin ne sont pas naturels. L'homme et la femme est une construction sociale. Il faut déconstruire ça. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a que des constructions sociales, des ressentis sociaux. Tout part de là. Alors évidemment, avant... À peu près quand, ça? Avant, ça c'est les années 70-80. Et puis, le mouvement
évidemment, se prolonge. Ça part des univers. Vous savez, le schéma classique qu'avait élaboré en son temps Régis Debray de la diffusion des idées. Université, médias, société. Voilà, ça a fonctionné de cette façon. Et à partir du moment où on a commencé à dire il y a des genres et non pas il y a des sexes, le ver était dans le fruit. Alors là, on retrouve le Eric tout craché de la première vidéo que j'avais faite sur lui. C'est passé comme lettre à la poste. C'était un coup vif, sournois, comme Eric aime les donner. Mais avec moi, ça passe pas. Donc là, on frôle l'homme de paille. Les institutions académiques prestigieuses, influentes, reconnues et officielles qui travaillent sur ces questions de genre et de sexe ne nient pas que les sexes existent. Clairement. Et aucune des structures, encore une fois, qui travaillent sur les questions de genre et de sexe et qui affirment que le genre est une construction sociale, ne nie ces définitions-là. La définition de sexe chromosomique, qui est déterminée par le lot chromosomique, le sexe gonadique, qui fait référence aux gonades, la présence d'organes génitaux externes masculins ou féminins, ou encore le sexe phénotypique ou somatique, celui qui est morphologiquement visible et qui fait référence à ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, comme la pilosité, la répartition des graisses, la taille et le poids, ou encore le sexe gamétique, qui fait référence aux gamètes, mâles ou femelles, autrement dit les cellules reproductrices. Ce qui est dit et affirmé en revanche, et c'est une vision partagée par des comités d'experts de l'Union Européenne, de l'OMS, de l'ONU, du NHS, le National Health Service du Royaume-Uni, d'institutions françaises, telles que le gouvernement en général, dont le ministère des Armées, l'Association américaine de psychologie, l'Human Rights Campaign ou encore l'Académie américaine de pédiatrie, est que, effectivement, le sexe et le genre sont bien deux choses distinctes. Puisque je suis dans les définitions, je vais en profiter pour explorer celles qui sont liées au genre. Donc par exemple, si on regarde la plaquette pour le changement de genre au sein du ministère des Armées, une plaquette réalisée par le ministère des Armées française, on apprend par exemple que l'identité de genre, c'est l'expérience intime et personnelle de son genre, qu'elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance. C'est une définition qu'on retrouve également sur la fiche pratique sur le respect des droits des personnes trans, une fiche de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, donc une fiche là aussi du gouvernement français, dans laquelle l'identité de genre est définie comme le sentiment d'être un homme ou une femme, voire ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. L'expression genre serait plutôt la manière d'exprimer son genre. Par exemple, l'habillement, le discours et les manières de se conduire. Donc une femme trans, par exemple, sera une personne assignée homme à la naissance, mais dont l'identité de genre est féminine, et un homme trans, à l'inverse, désigne une personne assignée femme à la naissance, mais dont l'identité de genre est masculine. Voilà. Enfin, certaines personnes trans ne se définissent pas dans un genre de destination, genre neutre, personne à genre. Alors, évidemment, vous allez me dire, il y a toujours eu des hommes qui n'étaient pas très virils, des femmes qui étaient au contraire pas très féminines, ça a toujours existé. Dans Flaubert, on parle de femmes homas. Dans tous les romans, on parle d'hommes efféminés. Dans Proust, on parle des invertis. Enfin, tout ça est vieux comme le monde. Sans parler de César. Qui était à toutes les hommes et à toutes les femmes. Oui, je connais mes classiques avec Marc. Non mais vous voyez, c'est vieux comme le monde cette histoire. Évidemment, la différence, c'est le discours sur un phénomène vieux comme le monde, qui lui n'est pas vieux comme le monde. Oui, et donc Eric, quel est ton point ? Je veux dire, effectivement, il y a des choses qui sont vieilles comme le monde, des choses qui existent depuis très longtemps, mais le fait que notre regard change dessus est généralement l'indication que nos capacités d'analyse, nos données empiriques et notre manière d'appréhender ces choses-là, de les concevoir, de les comprendre, évoluent avec le temps, de par généralement les méthodes de recueillement de données empiriques, la méthode scientifique, ou encore des choses comme la sociologie. Donc oui, ces choses sont vieilles comme le monde, oui, notre regard change et évolue sur ces choses-là, mais je vois pas quel est l'argument pour dire que donc, ce sont des choses qui sont vues aujourd'hui de manière fausse, ou incorrecte, etc. Oui, c'est ça qui est quelque chose d'absolument fondamental. À partir du moment où, je disais donc, on dit il y a des genres et non plus des sexes, où on dit tout est
social et non pas biologique, parce que... Homme de paille, c'est pas du tout la position que tient le consensus académique sur ce sujet. D'ailleurs, si on regarde par exemple un rapport commandé par la Commission européenne en décembre 2020, un rapport intitulé Innovation de genre, comment l'analyse inclusive contribue à la recherche et à l'innovation. Donc on est vraiment sur un rapport pour la Commission européenne, on a un panel d'experts reconnus dans leur domaine respectif, en psychologie, en sciences, etc. Que si le genre se réfère effectivement à des normes socioculturelles, à des identités et des relations qui structurent les sociétés et les organisations, façonnent les comportements, les produits, les technologies, les environnements et les connaissances, que si les attitudes et les comportements genrés sont complexes et changent selon l'époque et le lieu, que s'il est important de souligner que le genre est multidimensionnel, et qu'il s'entrecroise avec d'autres catégories sociales telles que le sexe, l'âge, le statut socio-économique, l'orientation sexuelle et l'ethnicité, et bien entendu que le genre est distinct du sexe, le fait est qu'il est également indiqué, si on s'intéresse justement au sexe, que celui-ci, et je cite toujours le même rapport, se réfère à la biologie, que chez les humains, le sexe se réfère aux attributs biologiques qui distinguent les mâles des femelles, des individus intersexes. Il est dit nulle part ici qu'on a une construction sociale ou quoi que ce soit. Le sexe se réfère à des caractéristiques biologiques, et le genre, lui, est une construction sociale qui s'entrecroise avec d'autres facteurs. Voilà, c'est tout ce qui est dit par le consensus académique sur la question aujourd'hui. Là aussi, vous allez me dire, évidemment, que les sexes masculins et féminins sont le produit aussi de représentation sociale. Tout le monde le sait. Pascal, il y a 4 siècles, disait déjà « Je crains que ce qu'on appelle nature ne soit déjà une coutume, comme la coutume est une seconde nature. » Pas besoin de théorie du genre, pas besoin de science, pas besoin de factuel, juste des jolies phrases, comme à son habitude. De grands et du name dropping. Cinéma sur les représentations sexuelles. Tout le monde le sait. La différence, la grande différence, c'est qu'auparavant, le social venait se fonder sur le biologique et venait renforcer le biologique, venait raffiner le biologique, mais qu'il ne le niait pas. Alors qu'aujourd'hui, avec les fameuses théories du genre, etc., on le nie et on considère. Je rappelle par ailleurs que le genre et la vision par exemple du genre de manière non binaire, c'est-à-dire pas seulement avec le masculin et le féminin, n'est pas quelque chose qui date d'il y a 1, 2 ou 3 décennies, c'est quelque chose d'ancien, et c'est quelque chose qui se retrouve au sein de l'histoire des populations humaines à travers effectivement les lieux et les époques. On a par exemple les communautés Hijra en Inde, on a au Mexique les Muxies, on a les 2 esprits et les 5 genres dans les populations natives d'Amérique. Bref, ça n'a rien de nouveau. On considère qu'il n'y a rien de biologique, que tout est social. Deuxième chose, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, on a pris une méthode très simple. Vous allez voir, ça marche à tous les coups. On prend un cas. Pas besoin de 10, pas besoin de 100. C'est comme vous savez, c'est comme au Bonto. Un cas. Et on dit, regardez, celui-là, il se sent pas homme, celle-là, elle se sent pas femme, ou elle souffre dans son corps d'homme, ou il souffre dans son corps de femme, vous voyez. Et on prend un cas pour lequel d'ailleurs c'est vrai. Et que les gens souffrent vraiment. Et qu'il y a une vraie... Vous voyez, oui, ça existe toujours. Oui. Mais parce qu'on trouve toujours, dans la nature, il y a toujours tout. Donc on trouve. Et qu'est-ce qu'on fait? On généralise ce cas. Ce passage, encore une fois, c'est l'illustration parfaite de l'ignorance d'Éric Zemmour sur ce sujet. Maintenant, ne pas savoir certaines choses, c'est normal, si on ne s'est pas renseigné au préalable. Après tout, on est tous ignorants sur une multitude de sujets, moi le premier. Sauf que moi, personnellement, je n'irais pas étaler cette ignorance sur un tel sujet, sur un plateau de télévision. Et pourquoi j'ai à propos d'un tel sujet? Parce que celui-ci est particulièrement sensible. Ce sujet fait littéralement des victimes. Je rappelle par exemple qu'à cause de la souffrance générée par la transphobie, on estime que leur taux de suicide est 7 fois plus élevé que chez les personnes cisgenres. 7 fois plus élevé. Et ce sont des propos comme ceux tenus par Éric Zemmour sur le plateau de télévision qui entretiennent justement des visions transphobes de la société. D'après un rapport de l'OCDE publié en 2019, dans les pays européens de l'OCDE, donc on y compte la France, l'Allemagne par exemple,
Seuls 40% en moyenne des personnes interrogées sont à l'aise à l'idée qu'une personne transgenre ou transsexuelle occupe la plus haute fonction politique, fasse partie de leurs collègues de travail ou devienne leur beau-fils ou belle-fille. En outre, moins de la moitié, soit 44% précisément, des personnes interrogées dans les 17 pays de l'OCDE couverts par l'enquête ILGA 2016, une autre enquête, accepteraient un enfant transgenre. C'est-à-dire que 56% des personnes dans ces pays-là n'accepteraient pas leur enfant si celui-ci était transgenre. C'est des stats oufissimes et gravissimes. L'Human Rights Campaign a publié en 2018 un rapport nommé Youth Report, dans lequel on apprend par exemple que les personnes trans, les jeunes personnes trans, ont 2 fois plus de chances d'être moquées par leur famille en raison de leur identité. Seulement 31% s'expriment d'une manière qui reflète réellement leur identité de genre à l'école. Seulement 1 personne sur 3 est toujours appelée par le prénom adéquat à l'école et seulement 1 personne sur 5, donc toujours dans ces jeunesses trans, est toujours appelée par le pronom adéquat à l'école. Toutes ces choses-là étant liées par un dénominateur commun, le rejet de la transidentité en tant que quelque chose de normal, de parfaitement normal et de valide. Personnellement, j'aimerais bien que Zemmour ferme son claque-merde avant de raconter des conneries pareilles à la télévision et de tenir un discours qui favorise et qui légitime les positions transphobes, la transphobie en général, et cette idée que l'identité de genre est le sexe biologique, que l'identité de genre doit être celle qui nous a été assignée à la naissance, et qu'une personne dont l'identité de genre n'est pas celle qui a été assignée à la naissance est quelqu'un d'anormal. Et on dit, toute la société doit s'adapter à ce cas. Deuxième méthode. Vous voyez, déconstruction et méthode de la généralisation de l'exception. Et en plus, à l'entendre, on croirait qu'il y a 3 ou 4 personnes transgenres à tout casser sur la planète entière. D'après des études réalisées en 2016, les liens sont dans la description de la vidéo, il n'y aurait pas loin d'1,5 million de personnes transgenres rien qu'aux États-Unis. 1,5 million, soit environ 6 personnes sur 1000, dont l'identité de genre n'est pas celle qui leur a été attribuée à la naissance. Donc on n'est pas vraiment avec 6 sur 1000 dans de l'exceptionnel, rarissime, introuvable. Et clairement, même s'il existait une seule personne transgenre au monde, ce serait quand même de la responsabilité du monde de s'adapter à cette personne si par adaptation on entend éducation, respect, aide et égalité. Ce n'est plus l'exception qui doit s'adapter à la généralité, à ce qu'on appelle la norme. C'est pour ça qu'on l'appelle la norme. C'est pas parce que c'est pas un regard moral, c'est simplement que c'est l'énorme majorité. Et donc on a pris l'habitude d'appeler ça la norme, normale. Tout ça, ça n'a rien au départ de moral, voyez. Mais pendant des millénaires, l'exception s'est adaptée au général, à la norme, pour que, comme disait Pascal, la paix civile fût qui est le bien commun. Belle phrase, name dropping, toujours pas d'argument. C'est-à-dire que, Ni de référence à des études scientifiques ou quoi que ce soit. pour que les sociétés soient cohérentes. Aujourd'hui, comme on veut déconstruire les sociétés pour mieux les détruire, on verra après qui a intérêt à tout ça, hein, mais voyons d'abord dans le royaume des idées. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On pousse la généralité, la norme, à s'adapter à l'exception, à l'individu. Encore une fois, si par adaptation on entend le fait d'éduquer ce que sont le sexe, le genre, la transidentité et tout ce qui se rapporte à ces sujets de près ou de loin, ainsi que le fait de lutter pour les droits des personnes opprimées, les personnes victimes de discrimination, et leur permettre l'accès des démarches qui faciliteraient leur transition, alors clairement oui, c'est à nous de nous adapter. Mais je vois toujours pas bien en quoi c'est un problème. Je veux dire, toi et moi, Eric, on n'a rien à perdre dans tout ça. Alors calme-toi, respire un grand coup, et arrête de faire le snowflake, bon sang. Et à partir de là, évidemment, tout est possible. Et tout est... Et j'allais dire, on peut tout détruire. Et c'est exactement ce qu'on fait. Dis donc, ça serait pas un petit sophisme de la pente glissante, ça ? Tu l'as repéré ou pas ? Je te le remets un coup. À partir de là, évidemment, tout est possible. Et tout est... Et j'allais dire, on peut tout détruire. Et c'est exactement ce qu'on fait. Troisième élément de ce canevas, c'est que des troubles dans la sexualité, le rapport à soi-même, c'est universel. Ça s'appelle l'adolescence. Ça s'appelle tout simplement l'adolescence. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on ne sait pas si on est un garçon, si c'est une fille, qu'est-ce qu'on est exactement, quel est notre type de sexualité, comment on doit se comporter avec l'autre sexe, Ça s'appelle l'adolescence. C'est un trouble normal. Et ce qui est normal, c'est d'en sortir. Ça s'appelle devenir adulte.
Or, nos sociétés, trop riches et trop pacifiques, grâce à Dieu, quel est l'effet pervers de ça? C'est qu'on a voulu pérenniser cet état d'adolescence. On est rentré dans ce que certains appellent l'adolescentrisme. Et donc tout le monde veut être un adolescent éternel, nous tous. Et l'adolescence, qu'est-ce que c'est? Ce que je viens de dire, c'est le trouble. Et donc on ne veut jamais sortir du trouble. Et donc nos sociétés sont organisées pour déifier ce trouble. Juste, j'interromps 2 secondes ces divagations. Vous noterez quand même que Zemmour ne fait jamais que donner son opinion. Ce que j'entends par là, c'est que aucun des arguments ou des idées ou des thèses qu'il a proposées ou défendues depuis le début de son émission, ici tout comme dans son émission sur les droits des animaux, sur le référendum pour les animaux, n'est justifié par la moindre source. Aucune citation d'études, aucune statistique, aucune référence à des consensus académiques ou à des travaux réalisés par des panels d'experts reconnus sur ces sujets dans leurs domaines respectifs. On n'a rien de tout ça. Tout ce que nous donne Zemmour à grailler, c'est de la supputation, de l'hypothèse, de la spéculation et du name dropping. Une citation par-ci, par-là de personnages historiques connus, reconnus, c'est tout. Rien de concret ni de factuel à nous proposer. Je dis ça, je dis rien. Pour le pérenniser, pour le glorifier. Et évidemment, ça a un effet sur les gens. Et surtout sur les jeunes. Parce que justement, ils sont dans l'époque où il y a ce trouble. Et comme le monde des adultes ne leur dit plus, comme avant, ne pleure pas, tu es un garçon, ou ne te comporte pas comme ça, tu es une fille. Merci Eric pour cette parfaite illustration de ce qu'est la masculinité toxique. En plus de proposer justement 2 exemples assez concrets de construction sociale associée au genre. Hein. Ne pas pleurer quand on est un mec et se comporter de X ou Y manière quand on est une fille. Au contraire, que le monde des adultes leur dit « Ah, mais oui, il y a un trouble, il faut absolument tenir compte de ce trouble », eh ben, le trouble gagne. Il y a aussi le côté... Ok. C'est énorme parce que tout le monde se tait, genre, on dirait qu'il a balancé un gotcha indestructible. Je regrette d'annoncer, Eric, qu'au-delà de toutes les institutions prestigieuses et reconnues citées plus tôt dans cette vidéo, qui valident intégralement la transidentité et la distinction entre sexe et genre, le fait est que le souhait de transitionner vers un autre genre n'a absolument rien d'une crise d'adolescence passagère. Comme l'indique le consensus scientifique sur la question de l'identité de genre chez les enfants, premièrement, il est nécessaire de les accompagner de manière bienveillante en validant leur identité de genre et en les encourageant à exprimer leur genre comme ils le souhaitent. Et non pas à leur taper sur les doigts comme le propose Éric Zemmour. Ces discours sont les discours qui pérennisent la transphobie au sein de la société et tous les comportements qui font que les taux de suicide sont 7 fois plus élevés chez les personnes trans, etc. Et justement, bien que la patience, le support et l'écoute attentive et bienveillante des enfants soit la meilleure des médecines pour une personne, un enfant qui ne sait pas vraiment encore s'il est transgenre ou non, qui ne sait pas exactement quelle est son identité de genre, beaucoup expérimentent ce qu'on appelle une dysphorie de genre, qui se traduit par une détresse psychologique et cause comme symptôme de l'anxiété, de la dépression, de l'automutilation ou encore le suicide. Et là je sais que je vais faire le gueudin, mais je vais comparer la meilleure source d'Éric Zemmour, à savoir Trust Me Bro, à ma meilleure source, à savoir une méta-analyse high level regroupant 72 études, toutes revues par les pairs et publiées entre 1991 et 2017. Les personnes transgenres, particulièrement celles qui n'ont pas accès à des traitements pour leur dysphorie de genre, ou qui ne rencontrent pas d'environnements sociaux qui leur apportent du soutien, ont plus de chances d'être confrontées à des challenges de santé tels que la dépression, l'anxiété, encore une fois, ou le suicide. La transition de genre, et non pas taper sur les doigts des enfants qui se posent des questions sur leur identité de genre, permet indéniablement de traiter efficacement la dysphorie de genre et augmenter significativement le bien-être des personnes transgenres. Donc Eric, avant de balancer au calme à la télévision sur une chaîne de grande écoute et de grande audience que les adultes devraient dire fuck aux enfants transgenres ou qui questionnent leur identité de genre et ne pas laisser leurs troubles gagner, le mieux serait, je pense, que tu te renseignes un minimum vraiment et que tu ouvres un putain de bouquin qui parle de ces choses-là
une putain d'étude scientifique qui évoque ces choses-là. Termine le développement parce que Allez-y. voilà, on a beaucoup de questions. Allez-y, encore. je vous en prie, je vous en Qui est-ce a intérêt à entretenir le trouble sur le genre? À qui cela profite-t-il? Alors là, effectivement, après comment et quoi, la question suivante, c'est qui? Et on a de multiples personnes en vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à tout ça. J'ai dit d'abord, ça. Ah bah oui, on a au moins 6 personnes sur 1000, j'ai envie de te dire, Eric. On a au moins 6 personnes sur 1000. On a toutes les personnes qui sont en dépression, qui se suicident, qui sont rejetées par leur famille ou par la société, qui sont discriminées, qui sont en situation de précarité parce qu'on refuse de leur donner un travail, à qui l'on refuse d'utiliser des sanitaires conformes à leur identité de genre, que l'on refuse d'appeler par les prénoms adéquats, ou que l'on refuse d'appeler par les pronoms adéquats. Effectivement, oui, toutes ces personnes-là ont un intérêt légitime à ce qu'on reconnaisse l'identité de genre comme quelque chose de parfaitement valide, Eric. Commencer par une théorie, tout simplement, la fameuse French Theory de Deleuze, Guattari, etc. Mais après, il y a d'abord les groupes militants féministes et homosexuels. Ça commence par une alliance pour détruire le fameux patriarcat, le fameux horrible patriarcat Divagation. de l'homme hétérosexuel. Et donc on salit toutes les minorités qui se sentent persécutées et dominées en tout cas par l'horrible patriarcat. Elles se sentent pas persécutées, elles sont persécutées. Les chiffres le démontrent, Eric. On sait que toi, t'as aucun chiffre, aucune étude scientifique, aucune référence à nous proposer. On a juste ta parole et ta grande source ultime, le fameux Trust Me Bro. Mais nous, on a des sources, figure-toi. Et les sources, elles sont claires là-dessus. Sali pour évidemment saper les fondements de la société et montrer que les minorités existent aussi et doivent avoir le droit à la parole. Et nous avons effectivement une alliance entre tous ces groupes minoritaires qui passent leur temps à utiliser la méthode que je vous ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on prend des cas réduits, ultra minoritaires, et on en fait des normes générales qu'on glorifie et qu'on impose à la majorité silencieuse et le plus souvent apathique. Vous voyez, ça c'est une méthode. Et Oui, ça s'appelle appliquer les droits de l'homme et du citoyen à tous les individus et à tous les citoyens. Je sais plus quoi dire là. Et si je vais résumer la méthode Zemmour en ce qui me concerne, je cite des punchlines d'auteurs et d'historiens, mais jamais d'études scientifiques, de consensus académiques ou de statistiques solides. Quand je sais plus quoi dire, je glisse un petit name dropping, comme ça passe très bien. Les gens qui regardent, ils y verront que du feu. Et ils se diront que je suis super cultivé, donc si je suis cultivé et que je connais Pascal et que j'ai lu Lénine, c'est probablement que j'ai raison sur tout le reste. J'enchaîne les tacles à la ceinture sur les minorités et les progressistes. 2 pieds en avant, plus c'est gros, plus ça passe. Après tout, je suis là pour faire de l'audience, c'est très bien. Et puis occasionnellement, je balance un petit argumentum ad personam. Si besoin, je rajoute un petit sophisme de l'association dégradante, de référence Schopenhauer. Par exemple, les progressistes sont des bien-pensants, les militants pour les droits des animaux voient les choses de manière manichéenne, etc., etc. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a les médias. Évidemment, les médias sont complices de ça. D'abord pour faire des audiences, parce qu'il y a des histoires croustillantes à raconter, et parce que souvent, dans les médias, de nombreuses personnes sont membres, ou en tout cas alliés, de ces groupes minoritaires. Et puis, il y a les marchands, les médecins, les cliniques. J'ai lu que les gender cliniques aux États-Unis, en une dizaine d'années, étaient passés en 2007. J'ai noté, mais si je dis une bêtise, je vérifierai moi-même. Il y en avait 2 en 2007. Il y en a 50. Voilà. On a les mêmes chiffres, on a noté les mêmes points. Voilà. Vous voyez, là, il y a de l'argent derrière. Ça rapporte toutes ces opérations. Bon, en France, c'est... Imagine, sans déconner, être considéré comme un intellectuel et sortir sans sourciller l'air sérieux cet argument à la télévision. C'est chaud, et quand je dis que c'est chaud, il y a de quoi se brûler les ailes, sans déconner, bordel de merde. Je crois pas qu'il y ait besoin d'être particulièrement intelligent et sagace pour comprendre que lorsqu'on propose un service qui n'existait pas auparavant à des personnes qui du coup n'avaient pas d'autre choix que de souffrir et de prendre leur mal, entre guillemets, en patience, et maintenant peuvent mettre un terme à leur souffrance, qu'elle soit psychologique ou physique, forcément ces personnes vont se rendre dans les lieux qui peuvent leur apporter l'aide et les services dont elles ont besoin. C'est parfaitement logique. Et je rappelle autre chose, c'est que les docteurs prêtent le serment d'Hippocrate,
et je vais le citer ici, mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Les personnes qui souffrent de dysphorie de genre et qui donc généralement vont dans ces cliniques auxquelles Éric Zemmour faisait allusion ont besoin de soins, ont besoin d'aide, ont besoin de services, et c'est donc parfaitement normal que désormais, puisque ces infrastructures existent, ces personnes-là s'y rendent de plus en plus. Ah, j'en peux plus de Éric, j'en peux plus, sérieux.